la suite de ma dernière vidéo, beaucoup d'entre vous se sont montrés intéressés par la profession de conseiller en sécurité financière. Beaucoup d'entre vous ont voulu savoir comment on devient conseiller en sécurité financière, comment est payé un conseiller en sécurité financière, comment un conseiller en sécurité financière gagne sa vie. Et je me suis dit qu'il était quand même intéressant de faire cette vidéo-là pour vous présenter la profession, vous présenter comment est payé un conseiller en sécurité financière, comment un conseiller en sécurité financière gagne sa vie. Donc, dans cette vidéo, vous allez comprendre surtout le système de rémunération des conseillers en sécurité financière. Je ferai une autre sur comment on devient conseiller en sécurité financière. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment sont rémunérés les conseillers en sécurité financière, comment est payé un conseiller en sécurité financière, comment un conseiller en sécurité financière gagne sa vie. Certains d'entre vous vont certainement être intéressés par cette vidéo aussi parce que ils ont des conseillers en sécurité financière qu'ils rencontrent régulièrement. Chaque fois que vous avez un souci, chaque fois que vous avez une nouvelle naissance, un enfant qui part de la maison pour les études postsecondaires, chaque fois que vous avez un projet, vous appelez votre conseiller en sécurité financière. Mais ce que vous trouvez quand même curieux, c'est que vous ne décaissez jamais d'argent. C'est-à-dire que vous rencontrez votre conseiller en sécurité financière autant que vous voulez, mais c'est jamais vous qui payez. Vous vous demandez, mais comment cette personne gagne sa vie? Comment il fait pour être payé et tout? Donc, je vais clarifier tout ça dans cette vidéo. Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est vous présenter les intervenants dans la profession d'un conseiller en sécurité financière. Qui intervient dans cette profession-là? Le premier intervenant dans la profession de conseiller en sécurité financière, c'est vraiment le gouvernement du Canada via les gouvernements des provinces et les organismes de réglementation. Ceci pour vous dire que le titre de conseiller en sécurité financière, c'est un titre encadré, c'est un titre réglementé. Pour porter ce titre-là, il faut une licence. C'est pas tout le monde qui peut se placer sur la place publique et porter le titre de conseiller en sécurité financière. Si une personne n'est pas conseiller en sécurité financière, si une personne n'a pas la licence de conseiller en sécurité financière et porte ce titre-là, elle peut être poursuivie en justice pour cela. Et vous comprenez pourquoi. On parle quand même de l'argent des personnes qui travaillent au Canada. On parle de l'argent des personnes qui travaillent dur, fort pour gagner de l'argent. Et s'il y a des personnes qui embarquent, qui se font passer qui portent des titres qui ne sont pas les leurs et vont causer des dommages dans les finances des gens, ça ne peut pas passer comme ça. On protège quand même les Canadiens, on protège les personnes qui travaillent au Canada et on ne voudrait pas que n'importe qui porte ce titre-là. Donc sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer que tout le monde ne porte pas le titre de conseiller en sécurité financière. Même si la personne maîtrise comment les finances marchent au Canada, elle ne peut pas porter ce titre-là. Parce que si elle porte ce titre-là, elle peut être poursuivie. Ce n'est pas un jeu. Donc, première chose, retenez que pour porter ce titre de conseiller en sécurité financière, vous avez une licence. Vous devez avoir une licence. Donc, moi, aujourd'hui, si vous connaissez mon nom de jeune fille, pas mon nom tel qu'il s'affiche sur les réseaux sociaux, si vous connaissez mon nom de jeune fille, si vous allez sur le site de l'autorité des marchés, si vous tapez mon nom, vous allez voir que je suis reconnue, je suis une professionnelle reconnue et vous allez voir la compagnie avec laquelle je travaille. Donc, le titre, c'est un titre réglementé, c'est un titre qui prend une licence parce qu'on touche aux finances des personnes qui travaillent fort et il ne faudrait pas que n'importe qui qu'on ne peut pas rattraper à un moment donné se retrouve là-dedans. Donc c'est un titre déjà encadré. Première chose que vous devez savoir, c'est vraiment le premier intervenant. Le deuxième intervenant dans la profession, c'est les compagnies d'assurance, les compagnies financières avec lesquelles on travaille. Ça veut dire que quand on est conseiller en sécurité financière, en fait, on travaille pour des compagnies, que ce soit des compagnies d'assurance, que ce soit des compagnies d'investissement, que ce soit des banques. C'est essentiellement pour ces institutions-là qu'on travaille. Donc, s'il n'y a pas de banque, s'il n'y a pas de compagnie d'assurance, s'il n'y a pas d'institution financière, le conseiller en sécurité financière ne travaille pas parce que c'est vraiment pour ces compagnies-là qu'il travaille essentiellement. Il pourra donner du conseil, il pourra faire plein de choses, mais il ne pourra pas être payé parce que ce sont ces compagnies-là qui payent le conseiller en sécurité financière. Maintenant, les troisièmes intervenants, ou alors le troisième intervenant, ce sont les compagnies qui sont des compagnies de courtage. Là-dessus, je vais
peut-être aller directement sur le sujet pour que vous compreniez que les compagnies de courtage, ce sont en général des compagnies qui ont des ententes avec les compagnies d'assurance, les banques, les sociétés d'investissement pour que les personnes qui travaillent sous leur bannière puissent distribuer les produits de ces banques, de ces compagnies d'assurance-là et de ces compagnies d'investissement. Ça veut dire qu'un conseiller en sécurité financière, quand il a sa licence, il a deux possibilités qui s'offrent à lui. La première possibilité, c'est d'aller travailler comme salarié dans une compagnie d'assurance, une banque, une société d'investissement. Il peut dire, moi, je veux un salaire à la fin du mois. Il va auprès d'une compagnie. La compagnie lui dit, OK, on te recrute comme salarié. Chaque mois, voilà les objectifs que tu dois atteindre. Si tu atteins tes objectifs ou pas, voilà le salaire qui t'est versé. Il y aura certainement une partie fixe, une partie variable. Mais tu sais que tu es dans l'effectif de la banque, de la compagnie d'assurance ou de la société d'investissement. Maintenant, il y a des conseillers en sécurité financière qui ne seront pas des personnels de ces compagnies-là. Ils vont donc travailler avec des compagnies de courtage. Donc, la compagnie de courtage te permet à toi, conseiller en sécurité financière, de distribuer les produits d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'une société d'investissement, mais tu n'en es pas personnel. Tu représentes juste cette compagnie-là parce que tu peux, au travers des accès qu'on t'a donnés, au travers des codes, au travers d'un certain nombre d'ententes, distribuer les produits de la compagnie, mais tu n'es pas dans l'effectif de cette compagnie-là. Tu es plutôt un travailleur autonome qui travaille sous le chapeau d'une compagnie de courtage. Et là, c'est les travailleurs autonomes, c'est les conseillers en sécurité financière qui sont des travailleurs autonomes. Dans ce cas-là, ce sont des conseillers en sécurité financière qui sont des travailleurs autonomes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas salariés, mais ils travaillent via une compagnie de courtage qui leur permet d'avoir les accès soit d'une banque, soit d'une compagnie d'assurance, soit d'une société d'investissement pour offrir aux personnes les produits de cette banque-là, de cette compagnie d'assurance-là, de cette société d'investissement. Vous voyez? Donc ici, on a deux possibilités quand on veut être conseiller en sécurité financière. Soit on devient salarié et on travaille pour une seule compagnie, on ne vendra que les produits de cette compagnie-là, on est dans le fichier de la compagnie. Bref, on est vraiment personnel de cette compagnie-là. Soit on est un travailleur autonome qui est dans une compagnie de courtage qui vous donne les accès à une autre compagnie ou à plusieurs autres compagnies et vous pouvez donc offrir, tout comme le personnel salarié, les produits ou les services de ces compagnies, des compagnies avec lesquelles la compagnie de courtage a une entente. J'essaie vraiment d'être schématique pour que vous compreniez. Donc, le gouvernement du Canada, chapeau de l'activité. Vous avez les compagnies, banques, compagnies d'assurance, compagnies d'investissement qui offrent des produits financiers. Et maintenant, la banque elle-même peut recruter son personnel. La compagnie elle-même d'assurance peut recruter son personnel. La compagnie d'investissement peut recruter son personnel. Mais à côté, il y a des compagnies qui peuvent aller voir une compagnie d'assurance, une compagnie d'investissement, une banque et lui dire « Moi, j'aimerais être ton représentant. Donne-moi ton OK, signons des ententes pour que j'ai des personnes qui offrent aussi tes produits. » Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau-là donc que ma vidéo prend tout son sens. Parce que quand il s'agit d'être personnel salarié d'une compagnie, d'une banque, d'une société d'investissement, vous comprenez le principe. Vous passez une entrevue, on vous recrute, vous devenez le personnel de la compagnie. Il n'y a rien de difficile là. Mais maintenant, dans le modèle d'affaires des compagnies qui vont avoir les codes des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés d'investissement, vous êtes un peu mélangé. Vous êtes un peu mélangé parce que dès que je vous explique le modèle de ces compagnies-là, la première réaction c'est hey, c'est pas du marketing de réseau, mais ça c'est le marketing de réseau. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire ici, c'est que le secteur de l'assurance et des finances, c'est un secteur très réglementé. Je vous ai dit, le titre que nous portons, tout le monde ne peut pas le porter. C'est la première chose que vous devez retenir. Donc, le titre de conseiller en sécurité financière, c'est un titre encadré. Tout le monde ne peut pas se dire conseiller en sécurité financière. Tout le monde ne peut pas se placer sur la place publique et porter le titre de conseiller en sécurité financière. Je vous envoie faire un devoir.
regardez sur les réseaux sociaux combien de personnes parlent de finances et combien de personnes disent qu'elles sont conseillères en sécurité financière. Vous pensez que c'est parce qu'elles ne savent pas que c'est un titre qui existe? Des gens vont porter de titres de peut-être conseiller tout court, de mentor tout court, des titres de coach tout court, mais personne qui n'est conseiller en sécurité financière n'oserait porter ce titre-là. Allez regarder sur les réseaux. Si vous voyez quelqu'un porter le titre de conseiller en sécurité financière, c'est vraiment un conseiller en sécurité financière. Mais toutes les personnes qui vont vous mettre tous ces autres titres-là, mentor, spécialiste, expert, coach, c'est pas des conseillers en sécurité financière. Ça veut dire que c'est pas des personnes que vous pouvez aller voir dans un fichier, dans le fichier de l'autorité des marchés financiers et retrouver leur nom. Non. C'est peut-être des personnes qui comprennent comment les finances marchent, mais ce n'est pas des personnes qui ont la licence. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, première chose, c'est un métier à réglementer, c'est un métier encadré. Ensuite, quand vous embarquez dans une compagnie de courtage qui vous recrute ou alors qui vous prend comme travailleur autonome, retenez une chose, c'est que toutes les compagnies de courtage dans le conseil en sécurité financière au Canada et aux États-Unis ont le même modèle, ce que vous appelez marketing de réseau. Ici, on appelle ça la vente directe. Je comprends que quand on parle de marketing de réseau, surtout pour nous qui venons de pays où certaines compagnies ont un peu dénaturé l'affaire, les gens sont un peu perdus, se disent les affaires où les gens viennent arnaquer les autres là. Non, je vous rassure tout de suite, c'est pas la même chose. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Le principe des compagnies de vente directe est le même. Il est vraiment le même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, si j'ai un modèle d'affaires qui est intéressant, si ce que j'ai à offrir est intéressant, je n'ai pas besoin d'investir dans la publicité. Je n'ai pas besoin d'investir dans les frais de publicité, la promotion, faire trop de tapage médiatique. Non. Si je sais que mon produit est bon, il me suffit de prendre une personne qui est satisfaite de mon produit. Quand une personne est satisfaite du produit, on n'a même pas besoin de la flatter. Elle en fait la promotion toute seule. C'est pour ça que dans le modèle de vente directe, ce que vous appelez marketing de réseau, il n'y a pas de publicité qu'on va faire. C'est toujours des gens qui vont parler à d'autres et vont les ramener. Pourquoi? Parce qu'elles sont convaincues. C'est-à-dire qu'elles voient comment ça marche, elles voient les bienfaits de l'affaire et elles embarquent. Elles font embarquer des gens dedans. Je reconnais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas satisfaites, qui ne trouvent pas leur compte dans quelque chose et vont embarquer les autres dedans. Ça, je le reconnais. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, une fois qu'on les a eues, elles veulent ramener des personnes pour se faire avoir. Mais je vous précise que dans notre cas, c'est pas pareil. Il faut savoir que dans la vente directe, dans le système que toutes les compagnies de courtage auront, c'est très souvent que vous recrutez une personne. C'est sur les ventes que cette personne fait là que vous aussi, vous aurez un pourcentage. Ça veut dire qu'on ne vous demande à aucun moment d'apporter une certaine somme, de déposer une certaine somme. Non. Moi, par exemple, dans le cas de la compagnie où je suis, la compagnie Experior, quand vous rentrez, les seuls frais que vous avez, c'est les frais de back-office. C'est-à-dire quand vous avez déjà votre licence. Je ne parle pas de quelqu'un qui va d'abord aller étudier. Je parle de quelqu'un qui n'a pas encore, je parle de quelqu'un qui a déjà sa licence. Donc, quand vous avez déjà votre licence, les seuls frais que vous avez à payer, ce sont les frais de back-office. C'est-à-dire, le back-office, c'est quoi? C'est que c'est le bureau virtuel sur lequel vous allez faire toute votre activité, le bureau dans lequel vous aurez vos contrats avec les compagnies, le bureau dans lequel vous allez rentrer vos documents de conformité. Parce que quand vous rencontrez un client, si un client a ouvert un CELI, par exemple, a ouvert un compte de placement, il y a une conformité à remplir. Vous devez remplir les documents, montrer que vous êtes assis avec la personne, que vous avez échangé, vous avez vérifié que la personne est vraiment à un statut qui la rend éligible à ouvrir ce compte-là. Vous avez vérifié que la personne, dans son budget, elle a les moyens de payer ce que ça va prendre chaque mois d'avoir un CELI, ou si c'est un placement qu'elle veut faire, qu'elle a les moyens de le faire, que vous aussi, vous n'avez pas cherché à vendre quelque chose de trop cher à quelqu'un qui n'a pas la capacité de supporter ça. Bref, vous avez une conformité que vous devez remplir chaque fois que vous rencontrez une personne. Ça vous couvre, ça couvre aussi la personne. Ça montre que vous avez fait votre travail dans les normes. Dans ce back-office-là, il vous est chargé chaque mois. Et il vous est chargé combien? 45 $ chaque mois. Aujourd'hui, je vous parle, il est à 45 $ chaque mois.
En fait, c'est comme si vous avez une activité en ligne, mais il y a quelqu'un qui se charge de faire votre comptabilité, de faire votre paye, de vérifier la conformité de vos contrats, de mettre à votre disposition des formations, de mettre à votre disposition tout le support dont vous avez besoin pour votre activité. Donc moi aujourd'hui, je travaille à partir de chez moi, mais dans mon back-office, j'ai tout le support dont j'ai besoin. Les accès à mes contrats sont dans le back-office. C'est quelqu'un d'autre qui s'en est chargé. Je ne sais même pas qui c'est. Vous voyez, donc, c'est les seuls frais que vous payez. Maintenant, comprenez bien une chose. C'est que la compagnie de courtage, ce n'est pas la compagnie d'assurance. Ce n'est pas la banque. Ce n'est pas la société d'investissement. Ça veut dire que vous rentrez juste dans une compagnie qui a une entente avec les banques, les compagnies d'assurance et les compagnies d'investissement. C'est avec cette compagnie-là que vous faites affaire. C'est cette compagnie-là qui a un contrat avec une banque, avec une compagnie d'assurance ou avec une société d'investissement. C'est vraiment elle qui va faire le nécessaire pour que vous, qui devenez des travailleurs autonomes sous son chapeau, vous ayez les accès, vous ayez les codes. C'est elle qui vérifie que tout est correct. Vu que vous ne pouvez pas aller directement vous branchez à la source, soit de la banque, soit de la compagnie d'assurance, soit de la société d'investissement, il y a un intermédiaire au milieu qui est la société de courtage. Donc, c'est la société de courtage qui est l'intermédiaire entre la société d'assurance, la compagnie d'assurance, la banque ou la société d'investissement et vous. Donc, l'intermédiaire au milieu et s'assure juste que vous, en tant que travailleur autonome, vous travaillez comme il se doit pour livrer la marchandise de la banque, de la compagnie d'assurance ou de la société d'investissement. Donc, quand vous êtes rémunéré, en fait, c'est cette compagnie-ci qui donne votre argent à l'intermédiaire qui est la compagnie de courtage. Et la compagnie de courtage vous reverse la commission suivant les ententes qui sont dites dans le contrat. Parce que si vous ne vendez aucun produit, que ce soit d'une banque, que ce soit d'une compagnie d'assurance ou que ce soit d'une société d'investissement, l'argent viendra d'où? Vous n'aurez aucun argent parce que il faut placer les produits de la banque, de la compagnie d'assurance ou de la société d'investissement pour que vous soyez payé. Pareil, je vous disais que c'est des modèles, comme on dit, des modèles de vente directe. C'est des modèles dans lesquels on n'investit pas en publicité. Mais on sait que si quelqu'un qui est dans la compagnie de courtage est satisfait par la rémunération qu'il touche, est satisfait par tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, l'ambiance, l'accompagnement, l'énergie et tout, c'est spontanément qu'elle va aller voir son frère et lui dire « Tu travailles peut-être aujourd'hui. Écoute, est-ce que tu sais qu'à côté de ton emploi, tu peux devenir conseiller en sécurité financière? Moi, la compagnie à laquelle je travaille, voilà ce qu'elle te permet de faire. » Parce que oui, c'est une possibilité. Vous pouvez être travailleur à temps partiel comme conseiller en sécurité financière. Vous pouvez être conseiller en sécurité financière à temps partiel et avoir votre emploi. Si vous cherchez à avoir un complément de revenu, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais d'abord à temps partiel et ensuite, je suis devenu conseiller en sécurité financière à temps plein. Donc, je reviens à l'exemple que je prenais. C'est des compagnies qui n'investissent pas dans de la publicité. Vous ne verrez jamais les compagnies qui font dans le courtage ou alors qui emploient les travailleurs autonomes. Vous ne les verrez jamais faire de publicité, jamais. Essayez de faire le tour. C'est vraiment les personnes qui sont au sein du système parce qu'elles sont satisfaites, vont aller chercher d'autres personnes et les ramener dans le système. Et quand vous ramenez une personne dans le système, la personne ne fait aucun dépôt. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne à qui on va dire « Ok, pour rentrer dans le système, paye telle somme. » Non. Tout comme vous, elle ne paye que pour le bureau virtuel. En tout cas, moi, dans la compagnie à laquelle je suis, la seule dépense que la personne a à assumer chaque mois, c'est son bureau virtuel. Parce qu'elle a sa licence et pour vendre les produits de la compagnie, elle doit payer le bureau virtuel, elle doit payer pour le bureau virtuel. Les produits que vous vendez, ce ne sont pas les produits de la compagnie de courtage. C'est les produits d'une banque canadienne, c'est les produits d'une compagnie d'assurance canadienne, c'est les produits d'une société d'investissement canadienne. Et ce sont des organismes réglementés. Banque, assurance, compagnie d'investissement, ça relève du fédéral. Ça veut dire que ce n'est pas des compagnies qui vont disparaître comme ça du jour au lendemain. Et je vous ai toujours dit, les compagnies d'assurance ont ce qu'on appelle Assuris. Assuris, c'est vraiment le backup quand il s'agit d'assurance. C'est pour ça que je vous dis souvent d'investir avec des sociétés d'assurance. Parce qu'avec les compagnies d'assurance, vous avez ce qu'on appelle Assuris. Assuris, c'est cette compagnie-là qui, lorsqu'une compagnie d'assurance n'est plus opérationnelle, Assuris se charge donc de récupérer la clientèle de cette compagnie-là qui n'existe plus pour X ou Y, Z raison. Toutes les personnes qui étaient clients de cette compagnie d'assurance-là, Assuris se charge de les reverser auprès d'une autre compagnie. C'est pour ça que quand quelqu'un a un contrat d'assurance, c'est une personne qui peut dormir tranquille parce que si jamais la compagnie d'assurance en question ferme, même si cette compagnie d'assurance la ferme, ce que Assuris va faire, c'est d'écrire à cette personne et de lui dire «
tu étais auprès de telle compagnie, tu avais tes comptes de placement auprès de cette compagnie-là, tu avais tes investissements auprès de cette compagnie-là, tu avais tes polices d'assurance auprès de cette compagnie-là. La compagnie n'existe plus, mais désormais, pour toutes tes polices d'assurance, voilà la compagnie à laquelle tu dois te référer. Donc, si vous êtes une personne, si vous êtes au Canada, si vous avez un contrat d'assurance et que du jour au lendemain, vous ne retrouvez plus la compagnie qui avait établi le contrat, rapprochez-vous d'Assuris parce que Assuris va vous dire la compagnie en question n'existe plus. Désormais, la compagnie qui prend le relais pour toute sa clientèle, c'est celle-là. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter quand vous traitez avec les assurances. C'est pour ça que je vous dis souvent, c'est la garantie. C'est-à-dire que l'assurance, c'est vraiment ça. Ça vous rassure. Ça vous offre des garanties que vous n'aurez nulle part ailleurs. C'est vraiment la meilleure sécurité, je dirais. C'est-à-dire que si la compagnie avec laquelle vous êtes actuellement n'existe plus, Assuris, vous contactez juste Assuris, vous dites j'étais avec telle compagnie, la compagnie, je n'arrive plus à rentrer en contact avec elle. Assuris va vous dire ok, vous n'étiez peut-être pas au courant, la compagnie a cessé ses activités ou alors elle a fait une fusion, une acquisition, quoi que ce soit. Rapprochez-vous de tel. Vous voyez, c'est vraiment ça la garantie qu'il y a en matière d'assurance. Donc pour revenir à ce que je disais, toutes les compagnies de courtage, c'est vraiment ça le modèle. Elles sont juste l'intermédiaire entre vous, le travailleur autonome, et les compagnies. Donc, vous avez l'obligation de faire votre travail comme il se doit. Vous devez faire votre travail comme il se doit. Et une fois que vous avez placé les contrats de la banque, de la compagnie d'assurance ou de la société d'investissement, c'est elle qui va vous verser la commission via l'intermédiaire qui est la compagnie de courtage. Donc, c'est vraiment le modèle le plus répandu pour quelqu'un qui veut être travailleur autonome ou qui ne veut pas être employé. Parce que quand vous êtes salarié, vous ne pouvez pas faire le conseil en sécurité financière à temps partiel. Si vous êtes déjà salarié, c'est-à-dire que vous êtes déjà un conseil en sécurité financière salarié, vous ne pouvez pas aussi dire que vous le faites à temps partiel pour une autre compagnie. Même vous voyez que ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie que vous avez déjà recrutée, vous êtes son personnel. Vous ne pouvez pas aussi aller vers une autre compagnie et dire que bon, je viens aussi travailler pour toi à temps partiel. Il y a déjà un enjeu au niveau de la concurrence. Donc, c'est vraiment le modèle pour les personnes qui cherchent à faire un revenu à temps partiel. C'est-à-dire, si quelqu'un cherche à faire un revenu à temps partiel, il pourrait aller sous le chapeau d'une compagnie de courtage, passer sa licence et travailler via cette compagnie-là. Parce que là, c'est vous qui décidez du jour où vous travaillez, du jour où vous ne travaillez pas. Vous n'êtes pas salarié. Ça veut dire, parce que quand vous êtes un salarié, vous connaissez déjà votre salaire. Mais si vous le faites en tant que travailleur autonome, vous le faites via une entreprise de courtage avec lequel vous êtes un travailleur autonome qui va chercher les codes auprès des entreprises, banques, assurances, sociétés d'investissement et vous permet à vous de déployer votre activité. On retient bien que vous aussi, vous avez l'obligation d'être conforme. Ce n'est pas parce que vous êtes un travailleur autonome que vous êtes un électron libre. Non, votre licence vous encadre, le code éthique et déontologique vous encadre. Maintenant que j'ai dit ça, il faut comprendre une chose. Avant d'embarquer avec une société de courtage, il y a des questions qu'il est important de poser. Parce que toutes les sociétés de courtage ont certainement le même modèle qui est de prendre des contrats auprès d'une banque, d'une société d'assurance, d'une société d'investissement, d'une compagnie d'assurance ou d'une société d'investissement et permettre à des agents qui sont des travailleurs autonomes d'avoir la possibilité de distribuer les produits de ces compagnies-là. Mais il faut savoir que d'une compagnie à une autre, beaucoup de choses peuvent changer. Donc, si vous voulez vous engager avec une compagnie qui est une compagnie de courtage, c'est-à-dire une compagnie qui vous permet à vous d'être un conseiller en sécurité financière de manière autonome, travailleur autonome, avant de vous engager avec cette compagnie-là, je vais vous donner les questions qu'il faudra toujours poser. Parce que c'est des questions, quand on ne les pose pas au début ou quand on ne sait même pas que c'est des questions à poser, quand on réalise qu'on aurait dû poser ces questions-là, ou alors lorsqu'on fait face à la réalité, c'est souvent très douloureux parce qu'on se dit, mais c'était tellement évident, pourquoi je n'ai pas pensé à poser ces questions-là avant? Donc, je vais vous donner les questions à poser. Chaque fois que vous êtes approché par quelqu'un qui est dans une compagnie de courtage qui vous permet d'être conseiller en sécurité financière en tant que travailleur autonome, voilà les questions qu'il faudra toujours poser. Et alors, la première question qu'il faudra poser, c'est quel est le taux de rémunération? Intéressez-vous au taux de rémunération. Quand vous allez embarquer comme conseiller en sécurité financière dans une compagnie de courtage, quel est le taux de rémunération, quel est le taux de commission qu'on va vous reverser? Quel est le taux de commission qui vous sera reversé? Parce qu'on comprend bien que la compagnie de courtage qui est au milieu, qui sert d'intermédiaire entre vous et les compagnies d'assurance ou les banques, elle perçoit
l'argent qui vient de la compagnie d'assurance une fois que vous avez fait la vente. Mais elle doit aussi vous reverser quelque chose parce que c'est pas la banque qui vous paye directement, c'est pas la compagnie d'assurance qui vous paye directement. Non, elle reverse de l'argent à la compagnie de courtage qui est au milieu et la compagnie de courtage, elle vous reverse de l'argent. Donc, il est important de savoir quel est le pourcentage de l'argent qui vient de la compagnie d'assurance, de la banque que vous percevrez. Il est important de savoir ça. Ça varie vraiment. Moi, j'aimerais pas vous dire le maximum, mais je sais qui offre le maximum. Donc, faites vos devoirs, allez rechercher quels sont les différents taux de commission dans chacune des compagnies qui vont vous approcher. Si vous êtes intéressé à devenir conseiller en sécurité financière à temps partiel, cherchez à savoir les différentes compagnies qui existent aujourd'hui, quel est le taux de rémunération, quel est le taux de commission que chacune offre. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est est-ce que votre clientèle vous appartient? Est-ce que la clientèle que vous allez développer dans votre activité, est-ce que c'est une clientèle qui vous appartient, avec laquelle vous pourrez partir si jamais vous décidez de quitter la compagnie de courtage en question et d'aller peut-être vous brancher directement parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez commencer petit et à un moment vous vous rendez compte que l'activité c'est vraiment intéressant, vous avez des personnes, vous avez une bonne clientèle que vous développez, vous avez des clients à travers la province ou à travers le Canada et vous vous dites mais pourquoi mon argent passe par quelqu'un? Moi, je m'avais créé ma propre compagnie. Vous voyez? Donc, la question qu'il faudra ensuite se poser, c'est à qui appartient la clientèle que vous avez développée au sein de la compagnie avec laquelle vous travaillez? Ça a l'air banal, mais vous comprenez bien que si un jour, vous aussi, vous avez l'intention de vous brancher directement aux compagnies d'assurance, aux compagnies d'investissement, aux banques, vous vous dites que de ramener votre clientèle vous donne une bonne base de départ. Sauf que il y a des compagnies qui vous disent dans les contrats que la clientèle n'est pas la vôtre. Et c'est des contrats qu'on lit souvent vraiment à la volée. On ne prend pas le temps d'aller sur des détails parce que c'est beaucoup de pages aussi. C'est beaucoup de pages et on se dit, bon, écoute, ce qui est sûr, c'est que je vais seulement signer. Non. Poser cette question-là. Est-ce que la clientèle que je vais développer au sein de l'activité, est-ce que c'est ma clientèle ou alors est-ce que c'est la clientèle de la compagnie de courtage? Et vous savez qu'ici, on ne joue pas avec les contrats. S'il est écrit que c'est la clientèle de la compagnie de courtage, le jour où vous partez, vous ne devez même pas contacter un client parce que la compagnie pourrait vous poursuivre parce qu'elle vous a dit clairement, la clientèle est ma clientèle. Donc tu pars, tu laisses tout, tu t'en vas ou tu t'en vas. Or, il y a des compagnies qui vous donnent la possibilité, la compagnie à laquelle moi je travaille vous donne la possibilité de ramener tous vos clients. D'ailleurs, c'est votre clientèle, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre clientèle, vous en faites ce que vous voulez. Donc, deuxième question, à qui appartient la clientèle? Est-ce que c'est votre clientèle? Est-ce que c'est la clientèle de la compagnie de courtage? La troisième question à poser, c'est combien de compagnies est-ce que vous représentez? Combien de compagnies est-ce que vous représentez? Je prends souvent l'exemple des dépôts de boissons qu'on a au pays pour illustrer ça. Et on sait tous qu'il y a des dépôts, on appelait ça dépôt Guinness, je crois. Donc les dépôts Guinness. Et vous savez que dans le dépôt Guinness, on n'a que des boissons Guinness. C'est-à-dire que si vous entrez dans un dépôt Guinness, si vous dites, je veux un top grenadine, on va vous dire que non, ici c'est le dépôt Guinness. Tout ce qu'on vend ici, ce ne sont que des produits Guinness. Vous voyez? Donc dans un dépôt Guinness, vous n'avez que des produits Guinness. Maintenant, il y a des dépôts où il y a tout. Il y a Guinness, il y a brasserie, il y a UCB, c'est UBC, UCB. Union des brasseries du Cameroun, UBC, bref. Il y a UCB, je crois. Donc, vous avez des dépôts où il y a un peu de tout. Donc, vous allez trouver du Guinness, des brasseries du Cameroun. C'est encore brasserie du Cameroun? Bref, ça fait un moment. Les noms, là, ça m'échappe. Bref, vous avez toutes les boissons là-bas que vous pouvez trouver. Donc, c'est pareil aussi avec les compagnies qui sont des intermédiaires. Il y a des compagnies qui ne traitent qu'avec une seule compagnie d'assurance. C'est-à-dire que c'est l'intermédiaire, c'est la compagnie de courtage, mais elle n'a des contrats qu'avec une seule compagnie d'assurance. Ça veut dire que elle va avoir une compagnie d'assurance qui s'appelle Original Assurance. Je prends un exemple parce que dans le code d'éthique, je ne dois pas citer des compagnies. Donc, prenons le cas d'une compagnie qui s'appelle Original Assurance. Donc, au Canada, il y a une compagnie qui s'appelle Original Assurance. Maintenant, quelqu'un qui est intéressé à redistribuer les produits d'Original Assurance va se rapprocher de Original Assurance, dire ok, quelles sont tes exigences pour distribuer tes produits? Original Assurance va lui dire ok,
va auprès de l'AMF, va faire ceci, va faire cela, voilà les commissions que je vais te repayer. Donc, la compagnie intermédiaire s'entend avec Original Assurance. Maintenant, les travailleurs autonomes qui vont être sous le chapeau de la compagnie de courtage qui fait affaire avec Original Assurance ne pourront distribuer que les produits d'Original Assurance. Ça veut dire que c'est comme dans un dépôt Guinness. Vous n'avez que les produits du dépôt Guinness que vous pouvez distribuer. Donc, si votre compagnie de courtage ne distribue que des produits d'une compagnie, vous ne pouvez vendre que les produits de cette compagnie-là. Maintenant, si vous êtes un fan de cette compagnie-là, il n'y a pas de souci. Sauf que la réalité qu'on rencontre très souvent, c'est quoi? C'est que une compagnie d'assurance, une seule compagnie d'assurance ne peut pas avoir les produits qui répondent aux besoins de tout le monde. Non. Même dans la profession, depuis que je suis là-dedans, je me rends compte que il y a des compagnies, par exemple, qui n'assurent pas certains statuts. Il y a des compagnies qui vont vous dire que si vous avez tel statut, je ne vous assure pas. Donc, imaginez donc que vous n'avez que les produits d'Original Assurance. Et que Original Assurance vous dit, moi, je n'assure pas des personnes qui ont tel statut. Et que vous avez un client qui vient vers vous et vous dit, moi, j'ai tel statut, j'ai le budget pour payer. Comment je fais? Vous ne pouvez pas servir ce client-là parce que votre compagnie n'offre pas de protection pour les personnes qui ont le statut de votre client. Quand je dis statut, je parle des personnes qui ont le statut soit étudiant international, citoyen, résident permanent. C'est ça que j'entends par statut. Il faut que ce soit clair là-dessus. Donc, il y a des compagnies qui ne couvrent pas tous les statuts. Pareil aussi pour les états de santé. Il y a des compagnies d'assurance qui vont dire que si quelqu'un a déjà fait telle maladie, moi je ne l'assure pas. Et imaginez-vous donc que c'est une compagnie comme Original qui dit ça. C'est-à-dire que si quelqu'un a déjà fait un cancer ou une maladie ou un AVC, je ne peux pas l'assurer. Et que vous, c'est la seule compagnie que vous représentez. Vous voyez que ça vous limite un peu. Ça vous limite parce que vous vous dites, mais j'ai des personnes devant moi qui veulent bien être assurées, qui ont le budget, mais Original ne me donne pas la possibilité de les assurer. Vous, ça vous limite dans votre activité. Donc, le nombre de compagnies que vous représentez, c'est important parce que vous avez aussi une diversité de cas devant vous. Il y a des compagnies d'assurance qui vont peut-être vous dire, qui vont par exemple vous dire que je n'assure pas quelqu'un qui prévoit de rentrer dans son pays, ou alors je ne validerai pas la proposition d'assurance d'une personne qui prévoit de rentrer dans son pays dans les 2 prochaines années. C'est-à-dire que si elle rentre dans son pays dans les 2 prochaines années, je ne verse pas de capital. Or, il y a des compagnies qui vont dire, ok, peu importe le pays dans lequel tu vas, à l'exclusion des zones vraiment à risque, si quelque chose t'arrive là-bas, tu es couvert. Mais si Original considère que toute personne qui va hors du Canada ou des États-Unis va dans une zone à risque, vous ne pourrez pas lui offrir une protection parce que Original est clair là-dessus. Si quelque chose lui arrive hors Canada et États-Unis, la personne n'est pas couverte. Est-ce que vous voyez un peu? Le fait aussi d'avoir plusieurs compagnies que vous représentez, c'est un gros avantage. Nous, aujourd'hui, on fait du courtage, mais on a plus de 20 compagnies qui sont nos partenaires. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dit, j'ai déjà fait un cancer, j'ai déjà fait un AVC, je compte rentrer dans mon pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, peu importe le pays, dans les 2 prochaines années, voilà, j'ai un statut fumeur et tout, je suis capable de rentrer dans le système et de lui trouver une compagnie qui correspond à sa situation. Or, quand vous travaillez pour une seule compagnie, il y a de fortes chances que vous puissiez assurer peut-être quelqu'un qui compte rentrer dans son pays dans les 2 prochaines années, mais que vous ne puissiez pas assurer à un tarif raisonnable quelqu'un qui est peut-être fumeur, quelqu'un qui a arrêté de fumer depuis 2 ans, que vous ne puissiez pas assurer à un tarif raisonnable quelqu'un qui a déjà fait un cancer, quelqu'un qui a déjà fait un AVC. Vous voyez un peu? Parce que c'est des choses comme ça que les assureurs regardent. Donc, c'est aussi un élément à valider quand vous voulez vous embarquer en tant que conseiller en sécurité financière avec une compagnie. Donc, vérifiez la rémunération, vérifiez à qui appartient la clientèle, vérifiez le nombre de compagnies que vous allez représenter parce que plus vous représentez des compagnies, plus vous pourrez servir des gens. C'est comme une boutique, comme je vous ai dit. Quand vous ouvrez un dépôt Guinness, vous n'avez que du Guinness que vous pouvez offrir. Mais si vous avez un dépôt qui prend et du Guinness, et du UCB, et des brasseries, et de toutes les autres boissons, vous savez que potentiellement, quelle que soit la boisson que quelqu'un veut, vous pouvez servir cette personne-là. Donc voilà vraiment les éléments, voilà vraiment ce que j'ai voulu clarifier quand il s'agit de
la profession de conseiller en sécurité financière en tant que travailleur autonome. Retenez bien que quand vous êtes un travailleur autonome, quand vous êtes un conseiller en sécurité financière en tant que travailleur autonome, vous travaillez via une compagnie de courtage qui va prendre les contrats auprès des compagnies d'assurance, des compagnies des banques, des sociétés d'investissement, et c'est ça qui vous donne le droit à vous aussi de distribuer ces produits-là. Petite parenthèse aussi, à aucun moment l'argent ne passe entre vos mains, c'est-à-dire que c'est toujours entre le compte de l'assureur et le compte de votre client. Pour les clients qui se disent souvent que mais le conseiller en sécurité financière, il va m'arnaquer. Non, à aucun moment votre argent ne passe entre les mains du conseiller en sécurité financière. D'ailleurs, le code éthique interdit à un conseiller en sécurité financière de faire des transactions d'argent avec un client. C'est totalement interdit. Aucun conseiller en sécurité financière ne prendra votre argent. Aucun conseiller en sécurité financière ne peut vous prêter de l'argent. C'est-à-dire que si vous avez un problème, c'est pas à votre conseiller en sécurité financière qu'il faut demander cet argent-là. Non. Demandez à un ami, demandez à quelqu'un d'autre. Votre conseiller en sécurité financière va vous dire « Mon code éthique m'interdit, je ne dois pas traiter argent avec toi. » Donc, pour ceux qui se demandent « Mais mon conseiller, est-ce qu'il ne va pas ?» Non, c'est vraiment de votre compte au compte de la compagnie d'assurance. Le jour où vous voulez faire quoi que ce soit dans votre compte, ça sera toujours via un formulaire de la compagnie d'assurance. C'est toujours ces deux entités-là qui se parlent. Votre banque, via l'instruction que vous donnez, et la compagnie d'assurance ou l'autre banque via l'instruction que vous allez donner. C'est elle qui se parle. Le conseiller, c'est vraiment comme un agent administratif qui s'assure que vos volontés sont respectées par chacune des parties. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous a permis de clarifier un peu le modèle d'affaires de la plupart des compagnies qui recrutent des conseillers en sécurité financière. Retenez que c'est peut-être ce que vous appelez marketing de réseau, mais ici, on appelle ça de la vente directe. Et à aucun moment, il n'est question pour vous de ramener de l'argent. À aucun moment ici, il n'est question pour vous de vous faire plumer parce que on ne vous demande pas d'apporter de l'argent. Vous pourrez peut-être avoir une pression dépendamment du modèle dans lequel vous allez embarquer parce qu'il y a des modèles, comme je vous dis, qui considèrent que votre clientèle, c'est la leur. Donc, ces modèles-là vont certainement vous mettre la pression quand vous allez arriver pour que vous alliez chercher des clients rapidement. Que vous alliez chercher. Mais nous, dans notre modèle, votre clientèle est la vôtre. Ça veut dire que la pression que vous allez pour aller chercher votre clientèle, c'est vous-même qui vous la mettez. À aucun moment, on va vous dire, va chercher des clients. Non. Si tu ne veux pas avoir d'argent, ne pars pas chercher de clients. Si tu veux avoir de l'argent, va chercher les clients. Mais comme je vous dis, dans d'autres modèles, on va vous mettre la pression, on va dire, va chercher les clients. Parce qu'on sait qu'à la fin, les clients vont rester les nôtres. Le jour où vous partez, au moins, on reste avec les clients. Et il y a aussi un modèle que j'ai découvert récemment, c'est que dans certaines compagnies, dans toutes les compagnies même déjà, vous avez un modèle bâtisseur et un modèle vendeur. Le modèle vendeur, c'est quoi? C'est que vous êtes vraiment à la production, modèle producteur. C'est-à-dire que vous placez des polices d'assurance, vous ouvrez des comptes d'investissement, vous aidez les clients à faire leurs investissements, à faire leurs placements. Et vous avez également le modèle bâtisseur. Ça veut dire que quand vous ramenez des personnes dans le système, dans l'affaire, vous les avez et vous constituez votre équipe. Ça veut dire que c'est votre équipe. Et donc, ce que je trouve aussi formidable dans le modèle, c'est quoi? C'est que quand vous commencez à constituer votre équipe, vous avez des revenus passifs qui se créent. Ça veut dire que les personnes que vous avez ramenées, quand elles font une vente, un pourcentage de ces ventes-là revient vers vous. Ce n'est pas un argent qui sort de nulle part, non. C'est parce que la personne a fait une vente que vous êtes payé. La personne ne fait pas de vente, vous ne serez pas payé. La personne n'a pas de licence, elle n'est pas opérationnelle, vous n'êtes pas payé. Donc, dans certains systèmes, je disais, quand vous ramenez une personne, cette personne-là devient un membre de votre équipe. Ça veut dire que quand elle fait une vente, vous avez un pourcentage de sa vente. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des modèles où, quand vous ramenez quelqu'un dans la compagnie, au lieu d'avoir un pourcentage sur ses ventes, on vous donne une somme forfaitaire, parfois $1000. C'est-à-dire que si je vous amène par exemple dans l'opportunité en question, et ça c'est pas chez nous vraiment, vous ramenez une personne, vous avez un pourcentage sur les ventes de la personne. Mais je reviens à l'autre modèle que j'essaie de vous faire comprendre. Dans ce modèle-là, quand vous ramenez une personne, on vous donne une somme forfaitaire, ça peut être $1000, $1500, et ça s'arrête là, l'affaire est finie là. Mais est-ce que vous voyez la difficulté avec ce modèle-là? Vous voyez où ce modèle-là est un peu, je trouve un peu limité. Pour moi, ce modèle est un peu limité. Pourquoi? Parce que si c'est une personne qui vient et qui ne va jamais rien produire, si on donne quelque chose de forfaitaire, ça va, il n'y a pas de souci. Mais quand on ne sait jamais la force de frappe d'une personne quand on la recrute, et je vous dis, il faut être dans le domaine des assurances pour vous rendre compte que
L'être humain, c'est quelqu'un qui est capable de choses, mais vraiment incroyables. Vous voyez quelqu'un, vous ne vous dites même pas que cette personne est capable de vendre, cette personne est capable de sortir de sa zone de confort, mais un jour, la personne explose littéralement et c'est elle qui fait un chiffre d'affaires incroyable dans l'activité. Donc, je reviens à l'exemple. Vous recrutez une personne, si c'est quelqu'un qui ne va jamais rien produire, écoutez, vous me donnez $1 000, $1 500, $2 000, moi je suis contente parce que je sais que c'est quelqu'un qui ne va rien produire. Mais comme en règle générale, on ne sait pas de quoi quelqu'un est capable. Si vous me donnez $2 000 pour une personne qui va ramener des millions ou des milliers de dollars dans la compagnie, mais qui est perdant? Qui est perdant? C'est pour ça que j'aime bien le système où, quand vous ramenez une personne dans l'entreprise, vous avez un pourcentage sur l'activité que cette personne-là va réaliser. Moi, je trouve que c'est plus juste. C'est vraiment plus juste. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est plus juste dans un système de vente, de payer des personnes de manière forfaitaire, c'est-à-dire que tu ramènes quelqu'un, la personne, qu'elle fasse des milliards, des millions, des centaines de milliers de dollars, tu as ton $2 000, tu restes tranquille, tu ne regardes pas le reste. Ou alors, avoir un pourcentage sur les ventes que la personne va faire, sachant que l'être humain est capable d'être explosif quand il se donne les moyens. Quel est le modèle que vous préférez? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Actuellement, nous avons la meilleure opportunité. Allez faire vos devoirs. Vraiment. Prenez pas ce que je vous dis là pour argent comptant. Prenez le temps de faire vos devoirs. Prenez le temps de faire vos recherches, de vous assurer que le système dans lequel vous embarquez, c'est vraiment le système qui répond le mieux à vos attentes. C'est vraiment le système qui vous garantit que dans votre déploiement, vous allez avoir les marges de manœuvre les plus extensibles possibles. Vraiment, rentrer dans un système qui va vous permettre de vous déployer au mieux. Parce qu'à un moment, il ne faut pas que vous ayez envie de vous déployer, mais que vous soyez obligé de bloquer comme ça parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Donc, rentrer dans un système qui vous permet de vous déployer, mais vraiment à 360 degrés. Donc, si vous êtes intéressé à devenir conseiller en sécurité financière, à embarquer dans la meilleure opportunité de carrière qui vous permet de bâtir au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro s'affiche juste là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.